La lumière du soleil frappait le lustre en cristal au-dessus de la table en acajou, projetant des éclats lumineux à travers la salle à manger de grand-père Bernard. À mesure que les reflets bougeaient, la voix de Stéphane trancha le silence comme une lame. Le fils responsable hérite de tout. La voix de Stéphane portait ce mélange particulier d'arrogance et d'autorité qu'il avait perfectionné au fil des années. Il s'était adossé à sa chaise comme s'il en était le propriétaire, comme s'il possédait déjà toute la maison, d'ailleurs. Son costume était impeccablement repassé, ses cheveux lissés en arrière, et la montre en or que grand-père lui avait offerte pour ses 40 ans brillait à son poignet. Dit propriété. 45 000 € par mois de revenus locatifs. L'ensemble du patrimoine Bernard, apparemment, lui revenait. J'aurais dû m'y attendre, vraiment. Stéphane avait toujours été l'enfant chéri, celui qui arrivait à l'heure au repas de famille, qui appelait grand-père tous les dimanches sans faute, qui aimait faire semblant de se soucier de tout. Pendant ce temps, j'étais la fille décevante. Celle qui avait choisi les beaux-arts au lieu de l'école de commerce. Celle qui portait un jean taché de peinture aux réunions familiales au lieu de robe de créateur. Celle qui préférait passer son temps dans son minuscule studio plutôt que de réseauter dans des clubs privés. Maman serrait ma main sous la table. Ses doigts étaient froids, légèrement tremblants. De l'autre côté, ma sœur cadette Léna s'était figée, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. C'est ce que grand-père a toujours dit, poursuivit Stéphane en s'adressant à la pièce comme s'il présidait un conseil d'administration. Le responsable. Celui qui comprend la valeur de l'héritage, de la réputation familiale, de la préservation de ce que des générations ont construit. Il ne me regardait même pas. Personne ne me regardait, en réalité. Tante Petra fixait son verre de vin. Oncle Klaus s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Même Margaret, la femme de Stéphane, semblait embarrassée, bien qu'elle n'ait jamais été très chaleureuse envers moi. Maître Fischer, l'avocat de grand-père, était resté silencieux en bout de table pendant tout le discours de Stéphane. C'était un homme âgé, peut-être 70 ans, avec des lunettes cerclées de métal et un visage bienveillant, patiné comme du cuir. Je l'avais rencontré plusieurs fois au fil des années, toujours lors d'occasions familiales importantes, toujours observant calmement depuis les coulisses. À présent, il se leva lentement, réajustant ses lunettes, et quelque chose dans son expression me fit manquer un battement. Intéressant, dit-il d'une voix douce mais tranchante, suffisante pour faire vaciller le sourire de Stéphane. Parce que l'enregistrement que votre grand-père a laissé quelques jours avant sa mort dit tout le contraire. La pièce devint absolument silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber. Bon sang, on aurait pu entendre la poussière se déposer. Le visage de Stéphane, mon Dieu, son visage. Toute son arrogance s'évapora d'un seul coup, remplacée par un mélange de confusion et de panique. Un enregistrement? Quel enregistrement? Maître Fischer sortit un petit enregistreur numérique de sa mallette. Le genre que l'on utilise pour des conférences ou des interviews. Rien de sophistiqué. Mais la façon dont il le tenait, la façon dont tous les regards se posèrent sur ce petit appareil noir, on aurait dit une bombe. Votre grand-père a enregistré ceci 4 jours avant sa crise cardiaque, expliqua Maître Fischer. Il m'a expressément demandé de le passer à ce moment précis, après la lecture du testament, après que certaines personnes aient fait clairement connaître leurs suppositions. La mâchoire de mon frère tomba littéralement. Je n'avais jamais vu Stéphane sans voix. Pas une seule fois de toute notre vie. Maître Fischer appuya sur lecture. Un grésillement statique, puis... Bonjour à tous. La voix de grand-père. Ce timbre grave et chaleureux avec lequel j'avais grandi. La voix qui me racontait des histoires avant de dormir, sur son enfance en Bavière, sur la ferme que son père avait perdue, sur la manière dont il avait tout rebâti à partir de rien. La voix que j'avais entendue pour la dernière fois il y a 3 semaines, affaiblie et essoufflée dans son lit d'hôpital. L'entendre à nouveau me donna l'impression qu'on m'enfonçait un poing dans la poitrine. Si vous écoutez ceci, c'est que je suis partie. J'espère quelque part au chaud, vous savez tous à quel point je détestais le froid. Quelques personnes dans la pièce laissèrent échapper un rire nerveux. La main de maman se serra encore plus autour de la mienne. Fischer, j'espère que vous avez joué ceci au bon moment. Après que Stéphane a fait son petit discours.
Tu en as fait un, n'est-ce pas, mon garçon? À propos de responsabilité? D'héritage? Mon frère était devenu livide. Je vous observe tous depuis longtemps. Bien plus longtemps que vous ne le croyez. Quand on est vieux et mourant, les gens pensent que l'on ne remarque plus rien. Ils pensent que l'on dort à moitié, que l'on perd la tête. Ils oublient que ce n'est pas parce que le corps faiblit que l'esprit disparaît. Grand-père fit une pause dans l'enregistrement. J'entendais sa respiration, ce souffle laborieux qui m'avait terrifié lors de ces derniers jours. Stéphane, tu as raison sur un point. Tu es responsable. Responsable d'avoir détourné des fonds sur 3 de mes propriétés. Responsable d'avoir gonflé les coûts de maintenance pour empocher la différence. Responsable d'avoir convaincu ta tante Petra que je perdais la mémoire pour qu'elle cesse de prendre mes inquiétudes financières au sérieux. Tante Petra étouffa un cri. Oncle Klaus regarda Stéphane avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer, un mélange de trahison et de compréhension naissante. Je le sais depuis 6 mois. Fischer m'a aidé à rassembler les preuves. Chaque facture falsifiée, chaque reçu gonflé, chaque paiement frauduleux à des entrepreneurs fictifs. Tout est documenté. Les autorités en ont une copie, d'ailleurs. J'y ai veillé. Stéphane tenta de se lever, mais ses jambes refusèrent de coopérer. Il s'agrippa au bord de la table, les jointures blanches. Mais il ne s'agit pas seulement de toi, Stéphane. Il s'agit de ce que signifie réellement la responsabilité. Tu voulais les propriétés pour ce qu'elles valent. Tu ne voyais que des chiffres sur un tableau comptable. Des flux de revenus. Des actifs à exploiter. L'enregistrement grésilla de nouveau. Quand grand-père reprit la parole, sa voix était plus douce, plus chaleureuse. Emma. Ma fille. Ma petite artiste. Les larmes brouillèrent ma vue. Je ne m'étais même pas rendu compte que je pleurais jusqu'à ce que maman glisse une serviette dans ma main. Tu crois que je n'ai pas compris pourquoi tu as choisi l'école d'art? Pourquoi tu t'es éloigné de l'entreprise familiale? Ton père, mon fils, était déçu. Ta mère était inquiète. Mais moi, j'ai compris. Tu cherchais quelque chose de vrai. Quelque chose qui compte au-delà des feuilles de calcul et des marges bénéficiaires. Il toussa, ce son humide et terrible qui avait hanté ces derniers jours. Tu te souviens quand tu avais 16 ans? Tu as passé tout l'été à peindre la clôture autour de mon ancienne maison de vacances. Pas parce que je te l'avais demandé, j'avais prévu d'engager quelqu'un. Tu es simplement arrivé un matin avec des pinceaux et de la peinture, en disant que le vieux bois méritait d'être beau avant de pourrir. Tu as transformé cette clôture en œuvre d'art. Chaque panneau racontait une histoire de notre famille. Tu m'avais interrogé pendant des semaines, notant chaque détail avec précision. Je me souvenais. Mon Dieu, je me souvenais. Cet été avait été magique. Rien que grand-père et moi, parlant pendant des heures tandis que je peignais, lui racontant des histoires que je traduisais en croquis et en couleurs. C'est là que j'ai su. Tu comprends ce que signifie vraiment l'héritage. Il ne s'agit pas de préserver la valeur d'un bien immobilier ou de collecter des loyers. Il s'agit d'honorer d'où nous venons. De préserver les histoires qui font ce que nous sommes. De créer quelque chose qui a du sens. Maître Fischer me jeta un regard, et j'y vis des larmes, lui aussi. Emma, je te laisse tout. Les 10 propriétés, tous les investissements, tout. Pas parce que tu es parfaite, personne ne l'est. Pas parce que tu es la plus douée en affaires, tu ne le es clairement pas. Cela m'arracha un rire étranglé. Je te les laisse parce que je te fais confiance pour en faire quelque chose de significatif. Transforme ces biens en quelque chose qui serve notre communauté. Peut-être des logements abordables pour artistes et étudiants. Peut-être des centres communautaires. Peut-être quelque chose que je n'ai même pas imaginé. Peu importe les détails. Ce qui compte, c'est que tes décisions reposent sur ce qui est juste, pas sur ce qui est rentable. Stéphane avait maintenant la tête dans ses mains. Margaret le regardait comme si elle le voyait pour la première fois. Une fiducie a été créée. Fischer t'en expliquera les détails. Tu auras du soutien, conseiller financier, gestionnaire d'immeubles, tout ça. Mais les décisions t'appartiennent. La vision t'appartient.
Rends-moi fière, Emma. Même si, honnêtement, tu l'as déjà fait. Un autre silence. Lorsque grand-père parla de nouveau, sa voix se brisa. Et Stéphane? J'espère qu'un jour tu comprendras que la vraie responsabilité n'est pas une question d'apparence. C'est reconnaître quand on a échoué, réparer, et essayer de devenir quelqu'un digne de respect. Les accusations de fraude, tu devras y faire face. Mais je t'ai aussi laissé quelque chose dans un compte séparé. Assez pour une bonne défense juridique et pour un nouveau départ, une fois tes dettes payées. Pas parce que tu le mérites, mais parce que, malgré tout, tu restes mon petit-fils. L'enregistrement s'arrêta. Personne ne bougea. Personne ne parla. Le silence était assourdissant. Maître Fischer rangea soigneusement le dictaphone dans sa mallette. Mademoiselle Emma, si vous me rencontrez demain, nous pourrons commencer le processus de transfert. Votre grand-père a laissé des instructions très détaillées concernant chaque propriété. Je n'arrivais plus à parler. Plus à penser. Mon monde venait de basculer. Stéphane me regarda enfin. Vraiment regarder, peut-être pour la première fois depuis des années. Ses yeux étaient humides, son expression brisée. Commença-t-il, puis s'interrompit. Que pouvait-il dire? Maman serra ma main une dernière fois, puis la lâcha. Elle se leva, fit le tour de la table et m'enlaça. Fière de toi, ma chérie, murmura-t-elle. Je l'ai toujours été. Il le savait. Je le savais. Léna nous rejoignit et nous serra dans ses bras. Puis, étonnamment, oncle Klaus se leva et hocha la tête dans ma direction, avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Même tante Petra parvint à esquisser un petit sourire sincère, malgré le choc. Le dîner se dissipa ensuite. Les gens partirent par petits groupes, parlant à voix basse. Stéphane et Margaret furent parmi les premiers à s'en aller. Il ne se retourna pas. Maître Fischer resta, m'aidant à comprendre l'ampleur de ce que je venais d'hériter. 10 propriétés dans 3 villes. La maison de vacances où j'avais peint cette fameuse clôture. 2 immeubles à Munich. Un petit centre commercial. La maison familiale où grand-père avait élevé ses enfants. Chacune portait des histoires, une mémoire, des possibilités. Il a passé ces derniers mois à planifier tout cela, m'expliqua Fischer alors que nous étions assis dans le bureau de grand-père, entourés de ses livres et de ses photos. Pas seulement les arrangements juridiques, ça, c'était simple. Il a passé des heures à réfléchir à ce que chaque propriété pourrait devenir, à son rôle. Il vous a laissé des carnets. Des idées, des croquis, des réflexions. Il voulait que vous ayez des options, pas des obligations. J'ai retrouvé ces carnets plus tard, dans un tiroir verrouillé que Fischer m'avait montré. L'écriture de Grandpa, tremblante mais déterminée, remplissait page après page. Des idées pour transformer les immeubles en coopératives de logements abordables. Des plans pour convertir le centre commercial en pôle artistique avec galerie et atelier. Des rêves pour faire de la maison d'été un centre de retraite pour jeunes artistes. Il avait même esquissé quelques idées lui-même de mauvais dessins, vraiment, mais plein de cœur. Cette nuit-là, seule dans mon petit studio, j'ai étalé les carnets sur le sol. Je me suis assise au milieu, comme s'il s'agissait de pièces de puzzle à assembler. À travers ma fenêtre, Munich bourdonnait du trafic nocturne et de voix lointaines. Pendant des années, je m'étais sentie comme la déception de la famille. Celle qui avait choisi la passion plutôt que la prudence, les rêves plutôt que la sécurité. Je m'étais convaincue que mon chemin était valable, que mes choix comptaient, mais il y avait toujours ce doute persistant. Cette voix qui ressemblait étrangement à celle de Stéphane, me disant que j'étais irresponsable. Enfantine. Naïve. Grandpa avait vu tout autre chose. Il avait vu quelqu'un qui comprenait que les bâtiments ne sont pas seulement des investissements, ce sont des espaces où des vies se déroulent, où des communautés se forment, où des histoires s'écrivent. Il m'avait fait confiance non pas malgré ma sensibilité artistique, mais à cause d'elle. Le poids de tout cela m'a alors frappé. Ce n'était pas seulement un héritage. C'était une mission. Une confiance placée entre mes mains parce que Grandpa croyait que je pouvais transformer des ressources en sang. J'ai pensé à Stéphane aussi. À la fraude,
Bien sûr, mais aussi à ce que grand-pa avait dit, que la véritable responsabilité consiste à admettre ses échecs et à essayer de devenir meilleur. Une partie de moi voulait être en colère contre mon frère, le rayer de ma vie. Mais grand-pa ne l'avait pas fait. Il l'avait tenu pour responsable tout en lui laissant une chance de se racheter. C'est peut-être ça, le véritable amour. Pas une acceptation aveugle, mais une reconnaissance honnête des faiblesses et du potentiel. Mon téléphone a vibré. Un message de Mama, quoi que tu décides, nous te soutenons. Grand-pa a bien choisi. Dors bien, ma chérie. J'ai regardé de nouveau ses carnets, les rêves de grand-pa dessinés en lignes tremblantes et en mots pleins d'espoir. Demain, je verrai Fischer. Nous commencerions les démarches légales, plongerions dans la paperasse, ferions des plans. Mais ce soir, je voulais simplement ressentir tout ça. Le chagrin d'avoir perdu grand-pa. Le choc de la trahison de Stéphane. L'immense gratitude que quelqu'un ait cru en moi à ce point. J'ai pris mon propre carnet de croquis, ouvert à une page blanche, et j'ai commencé à dessiner. Pas encore des plans ou des projets, seulement la clôture de cet été où j'avais 16 ans. Chaque panneau, chaque histoire que j'avais peinte dans ce bois usé. Le début de quelque chose que je venais seulement de comprendre, j'étais en train de le construire depuis toujours. L'héritage, ce n'est pas ce que l'on reçoit. C'est ce que l'on crée. Et grand-pa Bernard venait de me donner les outils pour créer quelque chose d'extraordinaire. La fille responsable hérite de tout, après tout.